Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc on est très, très heureux de vous rejoindre pour ce nouveau webinaire, Indigo Pulse. Donc on fait une série de webinaires pour vous aider à vous projeter dans une carrière RSE. Si vous nous rejoignez à peine, on est sur la deuxième journée de l'événement. On a déjà eu un beau programme hier avec 2 webinaires. Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'école Indigo. On fait partie du campus Marie-Escousse, donc on est un campus de formation pro qui s'inspire de la pédagogie Montessori très axée sur la pratique. Nous, Indigo, on est l'école de la RSE. On a actuellement 2 programmes certifiants, donc un pour devenir responsable consultant RSE et un qui est dédié à la CSRD. Et la reconversion, ça nous connaît pas mal puisque plus de 90% de nos alumni sont passés par une transition pro. Et ça nous tenait vraiment à cœur de vous proposer un temps fort carrière, de découvrir voilà plusieurs réalités métiers, d'avoir un maximum de conseils et de découvrir des parcours qui pourraient vous inspirer. Parce qu'on est convaincu que chacun peut trouver sa place et le poste qui lui correspond. Notre intervenant du jour, c'est Timothée, que je vais laisser se présenter juste après. Les responsables RSE chez Page Group, il va vous partager son parcours, ses enjeux. Et juste en termes de logistique, on va prendre toutes les questions que vous souhaitez poser à Timothée à la fin de sa présentation. Et voilà, écoute Timothée, je te laisse la main. Super, merci Sephora. Donc bonjour à tous et à toutes. En effet, moi c'est Timothée, je suis responsable de la RSE et de l'impact social chez Page Group en France depuis 1 an et demi. Alors Sephora, je sais pas, moi je vois pas les slides, mais si tu peux passer à la slide 2. Euh, Euh, Là, on est sur la slide 2. On est bon. Ok, super. Alors, pour une raison que j'ignore, je ne les vois pas s'afficher, mais bon, écoute, c'est pas grave. Donc, je suis responsable RSE et de l'impact social chez Page Group en France depuis 1 an et demi. N'hésitez pas, si mon parcours vous intéresse ou si vous avez des questions à me poser et que vous n'oserez pas trop les poser peut-être aujourd'hui, n'hésitez pas à flasher le petit QR code de gauche qui vous permettra d'accéder à mon profil LinkedIn. Et par ailleurs, comme on va parler des métiers du secteur de la RSE, n'hésitez pas puisque le cabinet aujourd'hui est aussi producteur d'un certain nombre de contenus, études qualitatives, quantitatives sur notamment le secteur de la RSE, les différents métiers auxquels vous pouvez accéder et évidemment toutes les opportunités de carrière et notamment aussi les grilles de rémunération. Donc n'hésitez pas à consulter les contenus de Page Group sur ce sujet. Sephora, tu peux passer à la slide suivante. Oui. Pour vous en dire un peu plus sur mon parcours, moi, initialement, je me destinais à être archéologue. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, de l'archéologie à la RSE, il n'y a qu'un pas. Bon, en réalité, peut-être un peu plus, et on va le voir juste après dans la slide suivante avec mon parcours qui est loin d'être linéaire. Hem, alors, tout commence pour moi en 2009 quand, j'ai passé, mon baccalauréat, littéraire, option histoire de l'art, full package, hein, les dreads, les sarouels, les pétards, bref, tout ce que vous pouvez imaginer des littéraires sur les clichés. Et surtout une grosse passion pour l'histoire de l'art que j'ai, finalement, poursuivi, ensuite, niveau licence avec, du coup, une licence en histoire de l'art, de 2009 à 2012 à l'École du Louvre. Et finalement, c'est là où, mon parcours se complique un peu puisque, finalement, hein, très rapidement, je me rends compte que, tous les métiers, on va dire, liés de près ou de loin à l'archéologie ou à l'histoire de l'art, finalement sont pas, vraiment, raccord avec, à la fois mes valeurs personnelles, mais aussi mes ambitions, professionnelles. Très rapidement, je me rends compte que ce soit, pour être archéo ou pour être historien de l'art, bah, c'est, très lié à l'enseignement, à la recherche et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Le seul petit problème, hein, c'est que, des études aussi prestigieuses que celles de l'École du Louvre ne laissent pas vraiment la place à l'expérimentation et encore moins, au fait de pouvoir, papillonner et aller voir, autre chose. Donc, sorti de là, hein, 3 ans un peu niveau prépa, donc avec, énormément de travail et cetera, bah, je savais toujours pas, ce qui était fait pour moi et ce que j'avais envie de faire. Donc je prends, la décision de prendre une année un peu pour moi, non seulement alors à l'époque, j'avais une petite intuition et je savais que j'aimais bien déjà
déjà les métiers liés à l'écrit, etc. Donc je me disais, bon, bah, je vais préparer les concours de journalisme pendant cette année. Alors ça a été un gros fail parce que simplement, bah, j'ai préparé les concours de journalisme seul, finalement, dans mon coin. Et puis, bah, je me suis retrouvé confronté à ceux qui avaient fait des prépas, qui avaient fait justement Hippocagne, Cagne et qui passaient ces mêmes concours. Donc forcément, j'avais aucune chance. Donc finalement, hein, retour à l'université au bout de quelques mois, les jobs étudiants, et cetera. Et puis au bout de 4 mois, je me dis: «Mais c'est pas du tout, ça que j'ai envie de faire, il y a quelque chose qui va pas». Donc pareil, je laisse tomber la fac, je laisse tomber, les jobs étudiants et je me dis: «En fait, je vais expérimenter par moi-même. OK, on me laisse pas l'opportunité de faire des stages, mais tant pis, je vais monter un petit statut d'auto-entrepreneur et je vais bosser en freelance». Et c'est à ce moment-là, finalement, où j'ai eu une première révélation. J'ai fait du journalisme et de la communication en freelance, notamment en institutions culturelles, en galerie. J'ai également été guide conférencier. Bref, ce moment où je découvre que finalement, la famille de métiers qui m'intéresse et qui me plaît, au-delà de l'objet culturel qui finalement est l'objet sur lequel j'ai été amené à communiquer ensuite dans la première partie de ma carrière, bah, c'était les métiers de la communication. Donc là, finalement, je reviens un peu dans un droit chemin pour finalement intégrer un master en information et communication de 2013 à 2014, puis un master spécialisé sur la communication et le digital de 2014 à 2015 en alternance. Et là, finalement, grosse révélation puisque bon, bah, finalement, je me forme au métier de communicant dans le secteur culturel et là, ça me permet vraiment de prendre conscience que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Néanmoins, il y a quand même déjà des petits bémols à l'époque puisque finalement, hein, que vous travaillez dans une institution culturelle, dans une fondation, bref, toutes les finalement, hein, les institutions culturelles qui ont vocation à accueillir du public, bah, ce qui intéresse le plus votre directeur, c'est finalement au-delà hein, de l'accès à la culture, au-delà de l'aspect un peu humaniste, universaliste de la culture, ce qui l'intéresse, c'est surtout le nombre d'entrées et le panier moyen à la boutique. Et donc, forcément, à cette époque-là, c'était aussi un peu éloigné de ma vision, hein, de la même façon que j'avais un peu travaillé dans le milieu de l'art business juste avant, notamment en freelance. Et j'ai été confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes sujets, hein, qui étaient, bon, j'ai quand même un petit souci avec le côté, pécunier, du milieu de l'art, que ce soit des institutions ou des galeries finalement et finalement, assez éloigné de mes valeurs justement sur, l'accès à la culture, le fait que tout le monde puisse, accéder à des œuvres, à une production, à, évidemment des institutions culturelles qui promeuvent la culture. Et donc c'est là où, sorti de ce master, je cherche mon premier emploi et donc deuxième fail parce que, bah, évidemment, j'étais bardé de diplômes, j'avais fait de l'alternance, des stages et cetera mais, vous savez aussi bien que moi que c'est pas si facile que ça et donc retour dans la voie de l'entrepreneuriat et là finalement via les contacts et le réseau que j'avais, je m'oriente vers, finalement du conseil en mécénat et philanthropie. Vous commencez à voir un peu le fil, je pense, se dessiner. Donc j'ai travaillé pour plusieurs, institutions culturelles, des fondations, des personnes, individuelles qui souhaitaient, justement, mettre en place des dons pour des œuvres ou des fondations. Et là, finalement, deuxième révélation, les métiers de la communication, de la gestion de projet sont évidemment la famille de métiers qui m'intéresse, mais là, appliqués à l'intérêt général, au secteur non lucratif, à, finalement une vision, beaucoup plus, conforme à mes valeurs, hein, de voilà, de grâce à la philanthropie, permettre à chacun d'accéder à la culture, à l'éducation et cetera. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans ce secteur que j'avais envie d'évoluer. Ce qui m'a, finalement en 2017, donc 2 ans après, orienté vers, le Centre français des fonds et fondations. Donc là, après avoir bossé 2 ans en freelance, en tant qu'indépendant pour différentes, finalement fondations ou fonds de dotation en lien avec la culture, j'ai un peu élargi, mes horizons pour découvrir qu'en effet, de façon connexe à, cette question de l'accès à la culture, on avait aussi les questions d'éducation, les questions d'alimentation, les questions, d'entrepreneuriat qui étaient intéressantes et donc mon expérience au Centre français des fondations m'a permis de me rendre compte qu'au-delà des fondations à vocation culturelle et du mécénat culturel, il pouvait y avoir du mécénat et de la philanthropie pour d'autres causes que je viens de vous citer. Et donc c'est là où finalement j'ai vraiment élargi mes horizons et où j'ai vraiment finalement trouvé ma voie qui m'a progressivement amené vers la RSE puisque à l'issue de cette expérience au sein du Centre français des fondations, j'ai été amené à rejoindre la Fondation La France s'engage, qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été
créé par l'ancien président de la République François Hollande et dont l'objectif était d'identifier, de récompenser et d'accompagner des projets à fort impact social et environnemental sur l'ensemble du territoire français. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre cette structure à l'époque où elle faisait la transition d'un programme gouvernemental vers une fondation privée. Et j'ai eu la chance de rejoindre cette structure à l'époque où on était deux. Et lorsque j'en suis parti en 2023, nous étions 15. Et donc, j'ai eu l'opportunité au sein de ces structures d'occuper pas mal de responsabilités différentes. J'ai évidemment commencé en tant que chargé de mission, un peu couteau suisse, accompagnement de projets, structuration de véhicules philanthropiques, etc. Pour progressivement évoluer, évidemment, vu mes deux casquettes de chef de projet et de communicant, vers justement, donc j'ai implémenté toute la stratégie digitale, que ce soit orienté finalement grand public, orienté partenaire business institutionnel, et ce qui m'a ensuite amené à travailler sur les logiques de territoire et de développement territorial. Comment est-ce qu'on accompagne des projets à impact dans des territoires sur lesquels la fondation n'est pas effectivement présente, mais sur laquelle elle a un réseau de partenaires actifs, que ce soit des grands comptes, des entreprises, mais aussi des collectivités locales et aussi évidemment des partenaires d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Et donc finalement, cette expérience de presque 6 ans à la Fondation La France S'engage, elle m'a permis justement d'étudier de près les dynamiques autour de ces dynamiques territoriales, mais les dynamiques qui unissent des acteurs économiques, des acteurs non lucratifs et des partenaires d'accompagnement de projets à impact. Et c'est ce qui m'a assez naturellement ce qui m'a assez naturellement donné l'envie d'aller voir finalement de l'autre côté de la barrière, côté entreprise, comment ça se passait, que ce soit sur le financement de projets à impact, mais aussi sur la RSE au sens large, donc tout l'impact social et environnemental d'un acteur économique comme Page Group. Et donc, c'est en 2023 que Page Group m'a chassé, m'a sollicité. Alors, au départ, j'étais persuadé que c'était pour travailler pour un de leurs clients. Et finalement, c'était pour rejoindre l'aventure et travailler pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'en 2023, j'ai intégré Page Group en tant que, justement, responsable RSE et impact social. Sephora, tu peux passer à la slide suivante. C'est OK. Euh, Donc voilà, simplement pour vous dire que bon, moi, pareil, je me suis lancé dans l'aventure initialement du mécénat, de la philanthropie, mais finalement aussi de la RSE à une époque où il n'existait pas vraiment de parcours un peu tout tracé. Pour vous donner un peu une idée, quand, il y a une dizaine d'années maintenant, quand j'ai rejoint le secteur de la philanthropie et du mécénat, ce secteur était relativement nouveau en France, en tout cas dans sa professionnalisation. Du coup, évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de formation, de diplôme, de master spécifique sur ce sujet. C'est ce qui explique notamment que des personnes communicantes comme moi ont pu évoluer dans ce secteur, mais aussi à l'époque, c'était assez fréquent d'avoir des personnes avec des profils plus sciences politiques, des profils plus finalement issus des sciences sociales. Finalement, aujourd'hui, avec la RSE, c'est un peu la même chose. Vous avez la chance d'être dans un parcours professionnalisant qui, je l'espère, vous orientera vers ces métiers. On a de plus en plus des formations initiales proposées, que ce soit par l'université ou de plus en plus par les écoles privées, qui sont en lien avec la RSE, mais moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, c'est ce qui explique aussi la non-linéarité de mon parcours. Néanmoins, et je pense que c'est une chance énorme, moi j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter dans plein de secteurs, de aussi pouvoir m'intégrer dans des secteurs en mutation, en création, en changement. Et finalement, je pense que c'est un peu des qualités importantes que l'on retrouve dans les métiers de la RSE. C'est cette capacité à appréhender des écosystèmes complexes en mouvement. Je veux dire, aujourd'hui, un écosystème entreprise, c'est un écosystème qui est changeant, qui est mouvant, extrêmement complexe avec une diversité de parties prenantes. Et encore une fois, si vous n'avez pas cette capacité à voir les choses au sens large et à pouvoir justement piloter, manager des projets complexes, c'est assez compliqué de pouvoir vraiment induire le changement dans une organisation. Et encore une fois, je pense que entre guillemets, la non-linéarité de mon parcours m'a permis de pouvoir naviguer dans des environnements complexes comme celui-ci. Et j'espère que ce sont des choses qui vous sont transmises aujourd'hui dans vos cycles de formation, parce qu'en tout cas, ça me paraît vraiment essentiel.
Alors, de façon un peu disruptive, hein, je vous avais compris, j'ai construit cette présentation autour de, voilà, de mon parcours et de ce qui m'a finalement amené à prendre conscience et à changer, réorienter un peu à chaque fois, ma voie et donc les principales différences entre, le milieu de l'art et la RSE, hein, elles vont surtout tourner autour, finalement des personnes et de leur engagement. Sephora, tu peux passer à la slide suivante. Hem, Évidemment, hein, donc moi vous avez compris, j'ai beaucoup grenouillé dans le milieu de l'art business et du mécénat et c'est vrai que dans ce milieu, hein, on s'adresse, surtout et on travaille surtout à partir de personnes, décédées. Alors ça peut paraître atypique et un peu disruptif ce que je vous dis, mais que ce soit quand j'étudiais l'archéologie et l'histoire de l'art ou après quand j'ai travaillé dans le monde du business, de l'art, forcément dans les 2 cas, on va étudier des productions artistiques, on va étudier des courants, qui ont été portés par des gens qui, sont morts il y a, 2000 ans, 3000 ans, ou même il y a peut-être une manière plus récente, mais voilà. Et donc moi, je manquais quand même un peu de matière parce que finalement et c'est aussi une des choses que j'ai comprises dans ce parcours professionnel, hein, c'est mon appétence pour l'humain et pour, les relations, interpersonnelles. Encore une fois, hein, dans l'art business, et dans le mécénat, alors un peu plus dans le mécénat, d'accord, mais on a quand même un très faible impact, social. C'est encore une fois un milieu très fermé, c'est un milieu très élitiste. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, que ce soit dans le milieu des institutions culturelles ou des galeries ou des artistes, plasticiens. C'est cette faible, considération pour, finalement, les personnes qui nous entourent et l'impact de ce que l'on fait, sur, les populations avec lesquelles on travaille et qui sont finalement les premiers «clients» entre guillemets de cette production artistique. Aujourd'hui, un musée, ça reste quand même relativement hermétique, relativement peu accessible, même s'il y a de plus en plus de programmes d'accès à la culture, ça reste quand même assez hermétique pour les personnes qui en sont le plus éloignées. Par ailleurs, c'est un milieu qui transpire pas non plus beaucoup la diversité, hein. Le milieu de l'art, on parle surtout de gens riches et blancs. Ce qui, moi, me posait aussi fondamentalement un problème, hein, puisque que ce soit dans les personnes qui dirigent ces structures, que ce soit finalement dans les galeristes, dans les artistes parfois eux-mêmes, hein, on se rend compte que c'est quand même l'apanage d'une certaine classe sociale, d'une certaine typologie de personnes. Et moi, je trouvais que ça manquait vraiment d'accessibilité et d'intégration sur ce sujet. Peut-être ce qui est plus frappant encore dans le milieu de l'art, hein, c'est le fait qu'il y a absolument aucune considération pour les enjeux climatiques. On a quelques artistes qui aujourd'hui défendent ces sujets, mais ils sont vraiment pas majoritaires. Et alors que vous dire des institutions et que vous dire, des galeristes et des marchands d'art? Ce sont des gens qui prennent l'avion dans tous les sens. Ce sont des gens, voilà, on le voit chaque année, hein, toutes ces grandes foires d'art contemporain qui font venir les artistes du bout de la planète et qui font surtout venir les clients du bout de la planète à coup de jet privé ou à coup de même d'avion de ligne, peu importe, mais et qui ont un impact environnemental. Voilà, c'est quand même des événements. C'est une activité événementielle qui est énorme, qui a un impact environnemental qui est absolument atroce. Et donc, encore une fois, cas de conscience pour moi, mais très très éloigné de mes valeurs. Et enfin, je pense que c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg, mais en même temps, c'est vraiment le cas. C'est un milieu où on parle d'argent, d'argent et toujours d'argent. Et finalement, cet argent qui est investi finalement quelque part dans des choses qui sont pas nécessaires, qui ne font du bien qu'à une certaine catégorie de personnes qui peuvent se le permettre. Encore une fois, gros cas de conscience et quelque chose d'assez éloigné de mes valeurs personnelles. Encore une fois, je vous parle de mon parcours, de mes constats. L'idée, c'est que ça puisse peut-être, j'espère, vous inspirer. Vous aurez sans doute, des avis, différents. Moi, j'ai un avis très tranché, mais qui est aussi basé sur mon expérience et encore une fois, l'idée, c'est pas de vous brosser un portrait tout rose non plus, de la RSE et des entreprises puisqu'on sait, hein, que la RSE, pendant de nombreuses années, a été utilisée par les entreprises comme un outil de greenwashing et de social washing. Mais en tout cas, j'y ai moi vu beaucoup plus de possibilités, une capacité d'impact beaucoup plus importante, que ce soit sur la partie environnementale ou la partie sociale, une capacité à induire le changement parce que finalement, ce sont les acteurs économiques, ce sont les entreprises qui, certes, sont en partie responsables de l'impact social et environnemental négatif qu'elles ont pu créer ces dernières décennies, mais elles sont aussi partie de la solution. Et finalement, c'est elles, avec leur pouvoir économique, avec la responsabilité parfois de milliers de collaborateurs, un impact sur des populations locales en termes de bassin d'emploi, en termes d'activités industrielles,
en termes de responsabilité environnementale, ce sont elles qui peuvent vraiment induire le changement et accompagner tout cela. Encore une fois, on parle d'individus, on parle de gens qui sont bien vivants, on parle de personnes qui sont à différentes positions dans l'entreprise, qui sont finalement clientes ou prestataires de cette entreprise ou qui sont collaborateurs de cette entreprise. Donc encore une fois, c'est un moyen, c'est un vecteur de lien social et de discussion. Euh, Toutes ces parties prenantes, elles ont évidemment des besoins et des attentes extrêmement complexes. Donc, encore une fois, la complexité des écosystèmes dans lesquels vous évoluez quand vous travaillez dans la RSE, c'est à la fois fascinant et passionnant, et en même temps, ça peut parfois être extrêmement déroutant et extrêmement un casse-tête sans nom, mais c'est ce qui, pour moi, fait vraiment la richesse de ce travail. Évidemment, ça peut donner beaucoup de sens dans les missions, puisqu'on s'adresse à finalement des acteurs économiques qui ont la capacité de mener leur business et de le faire avec un impact positif. Et donc, ce que je vous disais, hein, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs économiques, les entreprises ont un impact potentiel. Je l'ai mis entre parenthèses parce que, encore une fois, elles ont un impact positif potentiel, mais aussi un impact négatif qui est considérable sur la planète et les personnes. Sephora, tu peux passer à la suite. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque j'ai vraiment articulé cette présentation autour de 2 choses, donc à la fois mon parcours et en même temps comment est-ce qu'aujourd'hui j'incarne et comment est-ce que la RSE surtout s'incarne chez Page. Je voulais vous donner vraiment quelques connaissances de base et un peu quelques principes clés. Il y en a 2. Sephora, tu peux passer à la slide suivante. Et en premier lieu, hein, surtout le fait que la RSE, c'est surtout une histoire d'équilibre. Et encore une fois, je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que vous allez sans doute voir dans vos cours et dans la formation qui vous est proposée, hein, c'est ce fameux triptyque People, Planet, Profit. C'est vrai que pendant des années, hein, aujourd'hui, notre modèle économique, le modèle économique de notre société, c'est basé sur le profit. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où on a des acteurs économiques qui se sont développés pendant les dernières décennies, les derniers siècles, au nom du profit, au nom du progrès, du développement de l'entreprise, sans pour autant avoir conscience et faire en sorte de maîtriser, mesurer l'impact qu'elles avaient sur la planète et sur les personnes. Aujourd'hui, tout ça, ça change puisqu'on se rend compte notamment hein, de cette responsabilité sociale et environnementale qu'ont les entreprises, de justement cet impact qu'elles ont qui peut être extrêmement négatif. Et donc aujourd'hui, la RSE, elle vise finalement à rééquilibrer, à finalement instaurer un nouveau paradigme qui dit, OK, le but d'une entreprise, le but principal d'une entreprise, c'est de générer du profit et c'est de se développer. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, elle peut générer du profit et continuer à se développer sans pour autant détruire des écosystèmes, sans pour autant détruire des personnes. Et ça, c'est vraiment un concept clé au sein de la RSE qu'il faut toujours avoir en tête. C'est cette articulation entre le business et l'impact social et environnemental. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, l'un ne veut pas dire écraser l'autre. C'est vraiment travailler de concert pour faire en sorte, encore une fois, que l'ensemble des parties prenantes puissent s'y retrouver en termes de valeur, en termes d'intérêt, et qu'on ne soit pas en train de, pardonnez-moi l'expression, déshabiller Paul pour rhabiller Jacques. Et c'est vraiment dans ce sens-là, malheureusement, que l'économie s'est développée pendant de nombreuses années, même de nombreux siècles. Tu peux passer à la suite, Sephora. Deuxième concept clé, le fait que la RSE doit embarquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Sinon, c'est foutu. Honnêtement, pareil, hein, ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte ou selon peut-être déconstruire des idées reçues, hein, selon lesquelles la RSE c'est un peu l'apanage des administrateurs, la danseuse du président ou au mieux un outil un peu de greenwashing et de social washing. En fait, aujourd'hui, et notamment parce que les écosystèmes réglementaires et fiscaux se renforcent vraiment de façon très concrète et notamment en Europe, c'est plus possible aujourd'hui d'avoir cette attitude vis-à-vis de la RSE. Évidemment, comme dans toutes les structures, si on veut qu'un sujet soit pris au sérieux, il faut évidemment embarquer sa gouvernance et donc évidemment son conseil d'administration. Mais aujourd'hui, et Sephora, tu peux passer à la suite, une démarche de développement durable qui est pertinente, qui est impactante et qui a vraiment la capacité à induire le changement, elle va embarquer les services juridiques, les ressources humaines, les employés eux-mêmes, les fonctions financières, et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, et surtout
les parties prenantes externes de l'entreprise. Donc en l'occurrence, chez Page, hein, ça va être nos clients, mais aussi nos candidats, nos investisseurs, nos fournisseurs, nos prestataires, bref, un panel extrêmement large de parties prenantes qui sont essentielles à mobiliser. Sephora, tu peux passer à la suite. Alors, tu peux aussi passer à la suite du coup. Maintenant que je vous ai donné un peu ces concepts clés, on va rentrer dans le détail sur comment est-ce que finalement, cette RSE, elle s'incarne, au sein, de PageGroup et notamment et je dirais c'est vraiment une notion essentielle pour commencer, c'est, cette vision, que l'on a et qui nous accompagne depuis, assez longtemps maintenant, hein, ce PageGroup Change Lives. Donc en l'occurrence, en bon français, PageGroup change des vies. On part du principe que, en tant qu'intermédiaire de l'emploi, il est vraiment de notre responsabilité, justement d'induire le changement par le fait de permettre à chacun d'accéder à un emploi et donc à ce titre, c'est notre responsabilité principale et c'est là où, à mon sens, on crée, plus, d'impact et finalement, hein, cette notion, PageGroup Change Lives, elle témoigne vraiment de notre, appétence, de notre attention particulière sur cette dimension humaine, hein, puisque finalement aujourd'hui, en tant qu'intermédiaire de l'emploi, notre asset principal, ce qu'on travaille au quotidien en tant que cabinet de recrutement, c'est de l'humain. Nous, on accompagne les personnes vers l'emploi et on accompagne les clients, qui sont des entreprises, à recruter des personnes. Donc, on est finalement un peu l'intermédiaire de tout ça. Et donc, c'est évidemment en gardant en tête cette dimension humaine au centre et cette dimension de fort impact social que l'on peut créer via nos activités de recrutement que l'on réussit vraiment à faire la différence et à véritablement changer des vies. Ce qui nous a conduit, hein, depuis 2020, qui est l'année où on a déployé cette vision et mis en place cet objectif, à accompagner en France plus de 90 000 personnes vers l'emploi de façon directe ou indirecte. Sephora, tu peux passer à la suite. Pour ce qui concerne nos valeurs, hein, donc c'est toujours cette articulation, hein, vision, mission, valeurs. Encore une fois, hein, je trouve qu'elles incarnent vraiment cette dimension particulière et en tout premier lieu, earn trust, gagner la confiance. De plus en plus aujourd'hui, hein, cette dimension d'impact social, cette valeur ajoutée de nos activités de recrutement, c'est ce qui fait la différence tant auprès de nos clients que de nos candidats. Alors c'est sûr que côté client aujourd'hui, hein, de plus en plus dans un monde où on fait de plus en plus attention à cette empreinte environnementale et sociale, le fait justement, d'avoir cette vision, d'avoir, justement cet attachement particulier à l'impact social et environnemental, ça nous permet auprès de nos clients d'avoir, une approche, qui, permet de garantir à ces clients qu'on aura l'approche la plus, responsable, possible et donc aujourd'hui, c'est un facteur différenciant, c'est un facteur déterminant pour nos clients qui peuvent, justement, décider de travailler avec nous plus qu'avec d'autres entreprises. Donc c'est aussi un facteur, concurrentiel, évidemment, on ne va pas se mentir, mais c'est un gage de qualité. Et côté candidat, c'est d'autant plus prégnant que, évidemment, hein, aujourd'hui, de plus en plus, les candidats vont avoir à cœur de rejoindre des entreprises ou de travailler avec, des acteurs de l'emploi qui sont, responsables et qui sont en accord et en ligne avec, leurs valeurs. Aujourd'hui, hein, les attentes des candidats, c'est plus simplement, d'avoir un bon job et de gagner bien sa vie. On le voit de plus en plus dans les études qu'on produit au sein du cabinet chaque année, hein, de plus en plus la question des valeurs, du sens, elle arrive derrière. Donc d'autant plus, c'est un facteur de reconnaissance et de confiance pour nos candidats. Grow Connections, c'est la même chose. Finalement, créer des rencontres, c'est un peu notre métier. Moi, j'aime bien dire que le consultant en recrutement, avant d'être un commercial, puisque c'est une grosse partie quand même de son travail, puisqu'il fait l'interface entre le client et le candidat. À la différence d'autres cabinets, on va avoir des fonctions commerciales dédiées. Et ben, le consultant, il est finalement créateur de liens, puisque, encore une fois, et selon moi, c'est ce qui fait la richesse et en même temps la différence entre un très bon consultant et un bon consultant, c'est cette capacité à justement créer des liens très forts, que ce soit avec ses candidats ou avec ses clients, travailler en écosystème autour d'un ensemble de valeurs qui sont les valeurs fortes du cabinet, l'inclusion, la diversité, l'impact social, l'humain. Et c'est ce qui va faire que justement, il va créer un écosystème pérenne, fiable autour de ces valeurs et justement pouvoir performer et faire son travail de la manière la plus juste et la plus responsable. Et enfin, make a difference, encore une fois, c'est toujours en gardant cette chaîne de valeurs, ce prisme, cette attention particulière pour l'humain et l'impact social généré que l'on fait vraiment la différence dans le monde du recrutement aujourd'hui. Sephora, tu peux passer à la suite.
Pour ce qui concerne notre engagement, hein, aujourd'hui, assez simple, même si finalement, cet engagement, il date pas d'hier. Alors évidemment, on a adhéré aux 10 principes du Pacte mondial des Nations unies, il y a 10 ans maintenant, en 2014. Mais encore une fois, hein, cet engagement de PageGroup en faveur de la diversité et de l'inclusion, il est beaucoup plus ancien que ça, puisqu'en réalité, ça fait plus de 20 ans maintenant que l'on s'engage, sur ces questions de diversité, d'inclusion et de responsabilité des acteurs du recrutement et notamment de lutte contre les discriminations. Et tout ça, ça s'est formalisé, ça s'est matérialisé en même temps justement hein, que ce secteur se transformait. Et donc, de façon assez concrète et simple, hein, nous, on a sélectionné 4 objectifs de développement durable qui nous semblaient particulièrement matériels par rapport, encore une fois, à notre responsabilité d'acteur de l'emploi. Et justement, moi, à ce sujet, j'aime bien dire que, en tant qu'acteur intermédiaire de l'emploi, on a une triple responsabilité. Il y a la responsabilité qu'on a, comme tous les employeurs, envers nos propres collaborateurs, à qui on doit permettre de pouvoir se développer, à qui on doit proposer un environnement de travail sûr et sain qui leur permette de développer leur potentiel. Il y a aussi évidemment, la responsabilité que l'on a envers nos candidats, qui sont les personnes que l'on accompagne dans l'emploi et à qui on doit proposer, une approche exempte de toute forme de discrimination. Et enfin, il y a la responsabilité que l'on a envers nos clients, que l'on accompagne, justement dans la prise en compte de ces enjeux, et dans la prise en compte surtout de l'importance, de cette dimension, d'impact social et environnemental. Et finalement, tout ça se traduit par, justement cette articulation entre les 4 ODD qu'on a choisis, donc égalité des genres, travail décent et croissance économique durable, réduction des inégalités et action en faveur du climat. Et en termes de vision, 4 engagements forts. Le fait de viser la parité au sein de notre senior management d'ici 2030 et je vous apprends rien, si on veut viser la parité au plus haut niveau de l'entreprise, ça implique forcément de travailler sur toute l'échelle managériale pour faire en sorte justement que justement les carrières au sein de notre entreprise soient justement apportent autant d'opportunités aux hommes qu'aux femmes et qu'on retrouve à tous les niveaux de l'entreprise une parité absolue. Heu, Encore une fois et l'engagement le plus fort pour nous, hein, c'est cet engagement à changer positivement plus d'1 million de vies grâce à l'emploi d'ici à 2030. Tout ça s'accompagne évidemment, hein, de toutes ces actions que l'on met en œuvre pour redoubler d'efforts, pour une société plus inclusive et équitable. On va rentrer dans le détail, dans la slide juste après. Et enfin, comment est-ce que l'on va faire en sorte d'ici 2050 de devenir neutre en carbone puisque aujourd'hui les scientifiques, le GIEC, toutes les trajectoires considèrent que des acteurs économiques comme nous seront en mesure d'ici 2050, d'effectuer leur, activité de façon tout à fait décarbonée. Séphora, tu peux passer à la suite. Concrètement, hein, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça doit être 4 engagements. En premier lieu, lutter contre toutes les formes de discrimination dans le recrutement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est notre responsabilité première. Finalement, avant toute chose, et d'ailleurs je devrais le mettre en premier, avant même la lutte contre les discriminations, c'est comment est-ce qu'on garantit le bien-être de nos collaborateurs et comment on leur permet d'être eux-mêmes au travail? Parce qu'encore une fois, tout ça est lié. Comment voulez-vous véhiculer justement des valeurs d'inclusion, de diversité à l'extérieur dans nos pratiques de recrutement si nos collaborateurs ne sont pas eux-mêmes justement considérés, concernés par ce sujet. Enfin, évidemment, comment tout cela, comment toute cette approche permet de contribuer activement à changer les pratiques de recrutement, à induire plus de diversité, d'inclusion dans le monde économique et à finalement soutenir une croissance économique durable qui encourage le développement, le partage des compétences, tout en anticipant les évolutions du marché. Et enfin, comment est-ce que tout cela contribue à réduire l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement. Heu, Très concrètement, hein, aujourd'hui, ces 4 engagements, ils sont suivis de près par moi, mais aussi par d'autres acteurs en interne de l'entreprise. Ces sujets, aujourd'hui, ils ont des réalités concrètes et un impact positif concret, hein. Donc c'est, 25 196 vies qui ont été changées grâce à l'emploi en 2023. Alors là-dedans, on comprend à la fois les placements qu'on réalise qui sont notre, travail du quotidien, mais aussi tous les programmes à impact social qu'on met en place pour permettre, justement aux personnes les plus éloignées de l'emploi, d'accéder, à l'emploi et d'accéder à nos services, de bénéficier de nos compétences et de notre expertise. Sur le volet parité, hein, depuis 2020, on a déjà augmenté le volume de femmes à des postes de direction de plus de 14 donc c'est aussi une politique volontariste pour réduire justement, comme on dit, les trous dans la raquette, dans, justement les chemins managériaux, qui sont, proposés, aux femmes. Hem 1186 heures de mes 7 compétences qui ont été réalisées en 2023 au profit justement, de bénéficiaires éloignés de l'emploi
Et enfin, 55% de réduction globale de nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2019. Alors évidemment, spoiler, le Covid est passé par là, mais c'est un effet global, c'est-à-dire qu'on n'est pas la seule entreprise à avoir justement et réduit notre empreinte carbone de manière significative dans ces fameuses années, mais aussi à avoir finalement pris un peu le train en route et à avoir décidé de continuer à travailler sur ce sujet depuis. Je ne vais pas vous noyer, hein, dans les détails, notamment de la notation extra-financière, mais sachez qu'aujourd'hui, une entreprise, de notre rang est extrêmement, observée, chaque année par un certain nombre d'acteurs institutionnels, d'acteurs privés qui viennent évaluer la performance, en matière, sociale et environnementale de PageGroup. Aujourd'hui, tout cela, ce sont des trajectoires, ce sont du changement induit en interne, ce sont des projets extrêmement complexes que je pilote, entre autres choses, et qui, finalement sont reconnus à différents niveaux, à une échelle française, européenne, évidemment mondiale, par des organismes de renom et de prestige qui viennent apprécier, notre capacité à piloter les risques, RSE. Le plus connu d'entre tous, hein, EcoVadis, qui est une agence de notation extra-financière internationale qui travaille avec 100 000 clients à travers le monde, qui nous a décerné la médaille d'argent et qui considère que l'on fait partie du top 15% des entreprises de notre secteur d'activité avec la meilleure gestion de la performance sociale et environnementale. Sephora, tu peux passer à la suite. Pareil, je ne vous noie pas dans les détails de notre stratégie parce que ça m'intéresse, aussi d'avoir, vos retours, d'avoir vos questions. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, la stratégie RSE de PageGroup, elle s'articule sur les 5 piliers qui s'affichent à l'écran et simplement pour vous dire aussi qu'il y a toujours chez Page, en tout cas, un principe qui est très fort, notamment en matière de RSE, c'est cette articulation, cette dichotomie entre l'interne et l'externe. On applique d'abord à nous-mêmes, on expérimente d'abord sur nous-mêmes, on fait en sorte d'induire le changement en interne avant d'aller induire le changement à l'extérieur avant d'aller donner des leçons. Et ça nous permet justement d'avoir une voix qui porte, notamment sur la verticale diversité, inclusion et conditions de travail bien-être, puisque avant toute chose, on est nous-mêmes un employeur inclusif et responsable, on garantit le bien-être de nos collaborateurs, ce qui nous permet derrière de véhiculer des pratiques de recrutement sans discrimination, de pouvoir justement accompagner au plus près nos clients et nos candidats sur ces sujets, et ensuite derrière, ça nous donne un poids pour pouvoir justement influencer auprès des instances de référence sur ce sujet et pouvoir finalement induire un changement durable dans les pratiques de recrutement auprès de nos clients, mais aussi auprès des autres acteurs du recrutement, que ce soit les autres cabinets ou même les agences d'intérim ou autres. Aujourd'hui, on est inclus dans un écosystème où notre responsabilité individuelle, elle est partagée avec l'ensemble des autres acteurs. Et donc, c'est ça qui fait que ces projets sont complexes et ont un impact finalement à court, moyen et long terme. C'est-à-dire finalement le court terme, c'est un peu ce qu'on peut faire en interne. Le moyen terme, c'est ce qu'on peut faire avec nos clients directs, avec nos partenaires. Et le long terme, c'est l'impact, l'influence que tout cela peut avoir sur finalement tout un écosystème, celui de l'emploi en France. Et c'est valable pour tous les sujets, sur la partie environnementale évidemment, mais aussi sur les achats et finalement comment tout cela, toute cet engagement RSE hein, contribue à accompagner un développement plus durable, à accompagner un monde économique finalement vers quelque chose de plus durable et remplir ensemble les objectifs de l'agenda 2030. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Sephora, tu peux passer à la slide suivante. Je pense qu'on peut inaugurer, enfin, sauf contre-ordre de ta part, Sephora, mais je pense qu'on peut inaugurer peut-être le temps d'échange. Oui, complètement. Merci beaucoup, Timothée. On avait déjà quelques questions qui avaient été posées dans le chat, mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions maintenant, on les prendra au fur et à mesure. On avait une question d'Anne-Emmanuel qui était: quelles sont tes missions au quotidien chez Page Group et comment est structurée l'équipe RSE, enfin ton équipe RSE? Alors pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu le début de la question, excuse-moi. Alors, la question était: quelles sont tes missions au quotidien chez Page Group et comment est structurée ton équipe RSE? Alors c'est très intéressant comme question parce que, déjà, très concrètement, je n'ai pas d'équipe, je suis seul sur mon poste, et souvent, hein, c'est un peu le retour que j'ai de la part des personnes, c'est: «Oh mon Dieu, mais tu es seul et tu gères, tant de projets, comment tu fais?» Et ça, c'est vraiment une dimension particulière. Alors, je vous le souhaite, vous allez sans doute vous retrouver dans des grandes entreprises où il y a des services RSE assez développés. Il se trouve que chez nous,
chez PageGroup, la RSE, finalement, elle a été pilotée pendant longtemps en interne par des gens du business. En fait, en termes d'articulation, hein, aujourd'hui, moi, je suis un peu un cas particulier dans le groupe puisque je suis le seul responsable RSE local. Je m'explique, aujourd'hui, on est donc une filiale française d'un groupe anglo-saxon. Le siège est basé à Londres. Donc, assez naturellement, hein, l'équipe RSE qui travaille pour la RSE du groupe est centralisée à Londres. C'est une équipe de, on va dire, 3 personnes dédiées vraiment au sujet RSE et avec une casquette plus finalement éthique et environnement. Deuxième sujet, chez nous et vous l'avez compris tout à l'heure, la RSE, elle a été traitée, initialement par le prisme de la diversité et de l'inclusion. Ce qui s'explique, hein, encore une fois, par, justement la nature de nos activités. Donc finalement, on a des équipes qui sont beaucoup plus développées sur la partie, diversité inclusion. Donc on a évidemment des fonctions centralisées diversité inclusion, au siège à Londres, mais ensuite on va avoir des référents diversité inclusion sur les grandes régions du monde sur lesquelles on est présente et dans les pays les plus gros, on va avoir des directrices ou directeurs D&I locaux. Ce qui fait qu'on a cette architecture sur les sujets diversité, inclusion et social impact qui est quand même assez structurée, là où en matière de RSE, tout va être plutôt centralisé au niveau du siège et on est en train d'expérimenter à travers ma propre personne, de voir comment ça peut mieux fonctionner avec des référents locaux. Il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, je suis seul à mon échelle, la France, pour piloter ces projets-là. Néanmoins, et moi je dis souvent ça, hein, je suis seul, certes, mais en fait, j'ai la plus grande équipe de l'entreprise. Puisque derrière, finalement, je suis amené à travailler sur de la gestion, enfin, en mode gestion de projet, et principalement sur de la gestion de projet transversale. C'est-à-dire que selon les sujets sur lesquels je travaille, je vous donne un exemple, en 2023, j'ai travaillé sur la transition de notre parc automobile vers du 100% électrique. J'ai évidemment été amené à travailler avec les services généraux et avec la finance, donc sur une équipe projet d'environ 4-5 personnes. Quand il s'agit de travailler sur l'implémentation de la nouvelle stratégie social impact et notamment des objectifs social impact qui sont rattachés à la performance individuelle des collaborateurs, j'ai évidemment travaillé avec l'équipe ressources humaines, l'équipe communication interne et les dirigeants de l'entreprise. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, finalement, tout ça, ça dépend aussi de à qui vous êtes rattaché et à qui la RSE ou les équipes RSE sont rattachées dans une entreprise. Moi, c'est toujours un conseil que je donne à des jeunes ou moins jeunes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers. Regardez, avant de postuler quelque part, regardez à qui est rattachée la RSE. Est-ce que c'est rattaché à la com? Est-ce que c'est rattaché à la RH? Est-ce que c'est rattaché à la finance? Ou est-ce que c'est rattaché à la direction générale? Ou est-ce que c'est finalement opéré par une fondation d'entreprise? Et tout ça, ça vous donne des indicateurs assez intéressants sur la manière dont est perçue la RSE et quel sera votre champ d'action derrière. Le meilleur scénario, c'est quand la RSE est rattachée à la direction générale ou à la finance parce que ce sont des fonctions clés de l'entreprise et on sait que c'est là où les décisions se prennent. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux. Le pire des scénarios, c'est quand c'est rattaché à la com ou quand c'est rattaché à la RH parce que là, on sait typiquement, et pardon pour ceux qui peut-être travaillent déjà dans ces secteurs, mais on sait que quand c'est rattaché à la RH ou à la com, c'est souvent plutôt un sujet secondaire. C'est souvent plutôt un sujet sur lequel tout le monde a son mot à dire et sur lequel on n'a pas une marge de manœuvre extrêmement grande. La chance que j'ai, c'est que moi, je suis rattaché directement à la direction générale. Donc, c'est la preuve que c'est un sujet d'importance. Et même si je n'ai pas d'équipe, eh ben le fait d'être attaché à la direction générale, ça fait que les gens m'écoutent, les gens sont enclins à travailler avec moi et que je peux justement mettre en place des organisations projets assez complexes avec justement différents types de parties prenantes internes qui vont pouvoir justement m'accompagner, m'aider dans l'accomplissement de ce projet. Et quand il y a Super, je vois qu'il y a une merci. question complémentaire dans le Ouais. chat, quand c'est rattaché au développement durable, là, il faut regarder si le directeur du développement durable de l'entreprise, il siège au COMEX. Parce qu'encore une fois, si c'est quelqu'un qui siège au COMEX, ça veut dire que derrière, il a un vrai poids. Ça veut dire que ce sujet a un vrai poids dans l'entreprise.
Alors, on a pas mal de questions. On avait une question, on va dire, un peu combinée qu'on peut prendre. C'était de Sarah et François-Antoine sur l'objectif de parité que tu as évoqué. Donc, la question, c'était pourquoi seulement chez le senior management et peut-être que tu peux expliquer aussi l'arbitrage entre cet objectif de parité et la compétence nécessaire pour arriver du coup à ces postes de senior management. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi juste le senior management? Bah, c'est ce que j'ai essayé un peu d'expliquer tout à l'heure, pendant la présentation. En fait, le senior management, c'est le plus haut niveau de l'entreprise et en fait, chez Page, on a un modèle, on va dire, méritocratique. C'est-à-dire que chez nous, les personnes rentrent en tant que juniors ou moins juniors, mais à des postes, finalement, en bas de l'échelle et gravissent les échelons progressivement au fur et à mesure de leurs actions au sein de l'entreprise et de leur ancienneté. Ce qui fait que notre COMEX aujourd'hui, donc comité exécutif pour répondre à ta question, Sarah, notre comité exécutif, donc l'ensemble des directeurs et des plus hauts dirigeants de l'entreprise est composé de personnes qui, en moyenne, travaillent chez Page depuis entre 12 et 25 ans. Heu, à proportion qu'on essaye égale entre les hommes, et les femmes. Maintenant, je vous apprends rien, quand on a un modèle méritocratique comme ça, donc ça fait qu'on ne peut pas de manière artificielle dire: «Bon, bah, au COMEX, je vais, injecter des femmes, on va recruter des femmes, à des postes de directeur général, de directrice générale ou tout ça, pour finalement, de manière assez artificielle, améliorer la parité au sein du COMEX». Non, puisque du coup, comme chez nous, ça se base sur justement l'évolution, la progression de carrière, ça implique nécessairement de travailler à tous les niveaux de management pour faire en sorte que justement les femmes puissent accéder à ces hauts niveaux de direction. Je vous apprends rien, mesdames, mais aussi messieurs, malheureusement aujourd'hui, le monde de l'entreprise, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a encore énormément de disparités, à commencer par le salaire, à commencer par les responsabilités qui sont confiées aux femmes versus les hommes. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs. En effet, pendant longtemps, il y a eu de la discrimination faite à l'encontre des profils féminins qui fait qu'on avait tendance à moins payer les femmes que les hommes. Il y a eu des métiers dits plus masculins. Il y a eu de l'autocensure aussi, beaucoup des femmes qui se disent: «Ah non, ça n'est pas fait pour moi» ou «L'entreprise que j'ai en face de moi, il y a que des mecs et donc je vais pas me sentir à l'aise, donc je ne vais pas y aller, même si j'ai les compétences». Bref, tout un tas de critères qui font que déjà de base, on part pas du même niveau et en plus après, bah, les heureux événements de la vie, mais aussi, bah, malheureusement, c'est aussi une réalité, hein, ce sont les femmes, alors on parle beaucoup des grossesses, mais ce sont aussi les femmes qui, se retrouvent en posture d'aidant par rapport, aux personnes, justement, qui deviennent, qui ne sont plus autonomes dans leur famille. Ce sont aussi les femmes qui s'occupent, des conjoints ou des conjointes malades. Bref, tout un tas de choses qui font peser sur la carrière, là où, grosso modo, encore aujourd'hui, même si on a beaucoup amélioré la question du partage des tâches, même si on a beaucoup amélioré la question de la charge mentale et cetera, ce sont quand même encore beaucoup les femmes qui s'occupent du foyer, qui ont à prendre en charge ces sujets-là, pendant que les hommes, eux, peuvent se concentrer sur leur carrière. Et c'est ce qui fait que du coup, à compétences égales, à niveau de rémunération égal, parce que nous, c'est ce qu'on propose chez Page, ben, on arrive quand même toujours à retrouver un peu ces disparités. Plus on progresse dans les fonctions managériales, plus on monte dans les échelons et moins on retrouve nécessairement de femmes puisque leurs carrières sont freinées pour les différents points que j'ai évoqués jusque-là. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, de travailler à toutes ces étapes, de travailler sur à la fois le re-onboarding des femmes qui reviennent après une longue période d'absence pour des questions de justement de congé maternité ou justement de congé proche aidant, des choses comme ça, de pouvoir accompagner au mieux ces femmes qui, malheureusement, comme les hommes chez nous, ont des fonctions commerciales, donc ont aussi un portefeuille de clients à entretenir, ont aussi du bénéfice à générer, dont sont dépendants justement leurs évolutions. Et donc, c'est comment est-ce que la RH, comment est-ce que l'ensemble de l'organisation de l'entreprise accompagne mieux finalement ces routes bis sur les parcours pour faire en sorte justement de ne pas creuser les écarts encore plus entre les femmes et les hommes et de les réduire au maximum pour les remettre tous sur un pied d'égalité. Merci Timothée. On avait également une question de Guénola, je pense que je vais prendre celle de Guénola et de Laura en même temps, qui demandait est-ce qu'il y a des offres de paye du groupe, des offres d'emploi en région, et est-ce que tu as, Timothée, une fourchette salariale pour un responsable RSE?
Alors, pour ce sujet-là, alors peut-être, Sephora, si tu peux remettre la deuxième slide parce que du coup, il y avait le lien vraiment vers, un outil qu'on publie tous les ans qui est très intéressant pour vous, qui s'appelle l'étude de rémunération. Donc c'est une étude complète sur les métiers de la RSE, les carrières, et surtout les salaires. Donc vous avez un panel donc c'est très intéressant, je vous invite vraiment à la télécharger puisque du coup ça vous donne vraiment un référentiel très clair sur à la fois les différents métiers liés à la RSE, les fiches de mission et de poste, donc savoir à quoi vous attendre entre guillemets et surtout les niveaux de rémunération, les types d'entreprises qui recrutent et cetera. Donc n'hésitez pas à regarder cette étude et que j'ai mangé une partie de la question, Sephora, je crois. Et l'autre question, à part la fourchette salariale, c'était est-ce qu'il y a des offres d'emploi en région? Oui, tout à fait. Alors sachez qu'aujourd'hui, donc PageGroup, donc qui est plus connu pour le cabinet de recrutement Michael Page, mais en fait aujourd'hui PageGroup, c'est 6 marques différentes qui vont de l'intérim jusqu'au recrutement de cadres exécutifs. Et donc notamment nos 2 marques les plus connues, Page Personnel et Michael Page. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, à travers 19 bureaux régionaux, donc principalement dans les grandes capitales régionales, hein, donc Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Rouen, Orléans, enfin bref, vous regarderez sur le site, on a vraiment tous nos bureaux. Et donc, on a des offres d'emploi évidemment dans toutes ces régions-là. Alors, ce que je vais vous dire va pas forcément vous étonner, hein, mais aujourd'hui, les fonctions RSE, elles sont très présentes dans les grands groupes et donc nécessairement les grands groupes ont, des sièges à Paris pour la plupart, mais on a aussi des grands groupes qui sont implantés, hein, voilà, Michelin, ils sont à Clermont-Ferrand, et cetera. En revanche, pour ce qui va être justement, des régions, vous allez quand même avoir des grosses ETI, qui vont avoir des dynamiques RSE assez intéressantes, parfois même très orientées sur leur territoire et donc c'est aussi assez intéressant. Alors les postes sont plus rares, évidemment, mais c'est aussi l'occasion de travailler pour des structures avec des ordres de grandeur assez différentes et aussi peut-être, pour se faire un peu la main, d'avoir un terrain de jeu, peut-être moins complexe, qui part plus de «rien» entre guillemets et où vous allez pouvoir construire, des vraies belles choses. Donc, je pense que c'est aussi l'opportunité et encore une fois, n'hésitez pas à regarder nos sites internet on a, justement une rubrique, job à impact positif et une rubrique, RSE dans laquelle vous pouvez vraiment, accéder à l'ensemble de nos offres, sur donc job à impact positif, c'est un peu plus généraliste, donc vous allez voir, des jobs, un peu généralistes dans des structures à impact ou à l'inverse, des jobs à impact dans des plus grandes entreprises. La partie RSE, elle concentre vraiment tous les recrutements RSE que l'on peut faire, en ce moment. Super, merci Timothée. Alors apparemment le QR code ne fonctionne pas, donc on fera en sorte de vous remettre le lien vers l'étude dans le mail récap. On avait aussi une question d'Aurore qui demande si tu as des conseils à donner pour pouvoir évoluer dans la RSE. Alors mon conseil, c'est peut-être, de se laisser alors encore une fois, c'est un secteur qui est assez nouveau, qui est assez niche, sur lequel il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de choses à faire et sur lesquelles les choses sont pas encore extrêmement structurées. Je vais parler de mon point de vue parce que encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai un diplôme d'histoire de l'art et un master de communication et je travaille en tant que responsable RSE. Pour moi, c'est une chance parce que finalement, quand les choses ont tendance à se structurer, bah, on va avoir fleurir des masters spécialisés, des formations spécialisées sur ce sujet. Et du coup, pour vous, c'est une chance, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, ces formations-là, elles existent encore assez peu et donc c'est quelque chose de différenciant pour vous. Pour moi, ça aurait été compliqué parce que, comme j'ai un profil atypique, ça aurait été plus compliqué de m'insérer parce que j'avais pas le bon ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, dans mon parcours professionnel de pas avoir le bon diplôme et de me faire un peu recal dans certaines entreprises où j'ai postulé parce que j'avais pas le bon master, parce que j'avais pas le bon, machin. Aujourd'hui, c'est quand même encore assez ouvert. On est quand même encore assez ouvert dans ce secteur à des profils un peu différents. Donc mon conseil, c'est plutôt, justement de rester dans ce côté, cette ouverture, prendre la vague. Et il y a une vraie dimension, dans ce secteur, hein, qui est quand même assez niche, de réseau.
une vraie dimension de saisir les opportunités. On a alors là, je vais pas faire la pub de notre cabinet, mais il y a aussi des cabinets de recrutement spécialisés je vais pas donner le nom parce que ce serait quand même un peu se tirer une balle dans le pied, mais vous pourrez les trouver sans problème. Des cabinets de recrutement qui sont vraiment spécialisés et qui font que du recrutement dans le domaine de la RSE ou des entreprises à impact. Ça peut être aussi intéressant de les contacter directement pour voilà, quand vous aurez terminé votre cursus, pour justement commencer à tisser un peu vos liens, tisser votre réseau. Alors, je sais pas, Sephora, tu pourras peut-être me dire, je sais pas comment ça se passe, si les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui sont déjà dans des entreprises en tant que professionnels ou sont dans une reprise d'études qui va les amener vers d'autres entreprises. Comment ça se passe? Oui, alors ça dépend. Je pense que là, dans nos participants, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore passés par la formation. Mais pour tous ceux qui sont passés par les programmes Indigo, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui n'étaient pas nécessairement sur des postes ou dans des structures qui étaient engagées dans une démarche RSE et qui cherchent à aller vers ça. Et on a aussi certaines personnes, on a Xavier qui a pris la parole tout à l'heure, qui est lui en poste et qui fait évoluer ses missions vers ces engagements-là et qui prend des actions concrètes pour faire évoluer les choses. Donc, on a pas mal de types de profils différents quand même. Très bien. Voilà ce que je peux ce que je peux vous dire, vous donner comme conseil. Restez ouverts, le réseau, hem, n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec les acteurs spécialisés sur ce sujet aussi. Merci Timothée. Alors, on arrive un petit peu sur la fin. Malheureusement, on va pas pouvoir prendre toutes les questions. On va essayer d'en prendre encore une ou deux. On avait celle, par exemple, de François-Antoine qui demandait pourquoi la responsabilité sociétale se limite aux entreprises? Pourquoi le sujet ne s'impose-t-il pas aux politiques et associations qui utilisent la radicalité dans leur communication et qui donc, pardon, ont un impact négatif sur la société? Comment est-ce qu'on fait pour que ce sujet, finalement, il soit pris en main par tout le monde? Alors pour ce qui concerne les associations et peut-être à tort, en fait, on considère que comme une association est à but non lucratif, alors dans ce cas-là, par essence, elle est une structure à impact. Donc on ne vient pas questionner et c'est pour ça que j'ai dit et peut-être à tort, on ne vient pas questionner, justement, la responsabilité, sociétale, d'une association. À la différence d'un acteur économique comme une entreprise, où là, on va partir du principe que en plus de sa responsabilité économique, il a une responsabilité et un impact social et environnemental. Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est un sujet qu'il faudrait adresser puisque finalement on se rend compte hein, aujourd'hui que les formes associatives et notamment en France, hein, les partis politiques ont des formes associatives. Donc ça pose vraiment la question. Alors après, encore une fois, au nom de la liberté d'expression, au nom d'un certain nombre de choses, ça peut aussi faire sens que les partis politiques aient des formes associatives. Néanmoins, on le voit bien dans les dynamiques de financement justement des extrémismes politiques notamment, on peut poser la question justement du relatif intérêt général de ce type de structures qui finalement ont pour mission ou pour vocation de plus créer la zizanie et finalement avoir un impact social négatif plutôt que le contraire. Donc voilà, pour moi, une vraie question. Et pareil, il y avait une deuxième partie de la question, je crois. J'ai pas. Alors, non, globalement, la question était effectivement en deux parties, mais je pense que tu as pas mal répondu. Oui, parce que tu as parlé des politiques, des associations. Donc non, on a fait à peu près le tour de la question. Je voulais te poser aussi une question qui est revenue deux fois, donc je pense qu'on va essayer de la prendre. C'est est-ce que tu as des outils à conseiller pour la gestion de projet? Plateforme, logiciel. Alors Excel est votre meilleur ami. Honnêtement, c'est l'outil que j'utilise, le plus au quotidien. C'est peut-être un peu old school, hein, mais aujourd'hui, notamment dans le champ de l'impact social et environnemental, il y a tout un tas d'acteurs qui vont vous vendre des plateformes mirobolantes, qui vont réussir à mesurer votre impact en même temps que piloter votre projet, puis vos financements, puis, machin. En fait, qu'on soit honnête, hein, il y a aucune plateforme, qui est, merveilleuse et qui fait tout.
Et donc au final, on se retrouve souvent à avoir une plateforme qu'on a mis 6 mois à développer avec un Salesforce extrêmement compliqué, avec, d'autres outils qui sont plus ou moins compliqués et qui nous a coûté, 15 000, 20 000 € et au final, on se retrouve toujours à avoir un fichier Excel à côté. Donc en fait, Excel est vraiment votre meilleur ami, d'autant plus que, selon les structures dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous n'aurez pas forcément des budgets incroyables, dévolus à la RSE et donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, soi-même, et après dans les outils, no code, vous avez évidemment Notion, vous avez évidemment Airtable qui sont des outils, extrêmement puissants, qui coûtent pas très cher et qui peuvent, justement faire vraiment la différence. Alors selon les boîtes dans lesquelles vous vous retrouvez, genre la mienne, Airtable et Notion ne sont pas, autorisés par les systèmes informatiques, de même que les outils de webinaire. Voilà, pour reboucler avec le début de la présentation. Donc c'est parfois un peu casse-tête, mais on y arrive quand même. Donc en tout cas, voilà, la maîtrise d'Excel, elle est quand même assez intéressante. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, on devient des Mozart d'Excel, alors même qu'on n'a pas fait des études de compta, donc c'est quand même formidable. Et bon, voilà, du coup, par extension, ChatGPT est quand même un outil assez intéressant. Super, merci. Et la toute dernière, pareil, qui a été posée 2 fois par Antoine et par Isabelle, c'est comment est-ce que vous faites pour rester aligné avec vos valeurs et celles de la RSE lorsque vous devez gérer ou travailler avec des clients qui en sont loin? Alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée comment dire? Par mes consultants, parce que je suis amené à les sensibiliser, à les former régulièrement et notamment à leur faire prendre conscience que, justement, hein, la RSE, c'est pas un état de fait. On vient pas mesurer un résultat à l'instant T. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en effet, hein, on pourrait dire, oui, en effet, alors j'ai vu dans le chat, hein, qu'il y a des questions notamment sur, Total Energy pour pas les citer, et donc parfois moi j'ai des consultants qui viennent me voir en me disant: «Bah, voilà, par rapport à ce que tu nous as dit, on est un peu embêtés et puis bon, bah, moi j'ai un cas de conscience depuis un moment et ça tombe bien que tu en parles parce que, bah, voilà, moi un de mes clients c'est Total Energy et puis bon, bah, c'est pas très en lien avec mes valeurs et puis, voilà, tu nous dis que potentiellement, demain ou après-demain, on sera en mesure, si Total Energy, n'est pas compliant en matière d'impact social et environnemental, de décider d'arrêter de travailler avec eux. Encore une fois, la RSE, ça vient pas sanctionner à l'instant T. Et vous, en fait, en se plongeant un peu dans la manière dont fonctionnent les systèmes de notation extra-financière, on le comprend assez vite. En fait, ça vient surtout observer la manière dont les entreprises se saisissent de ce sujet et font en sorte de mettre en place des plans d'amélioration pour aller vers du mieux. Mais encore une fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et pour prendre l'exemple concret de Total Energy avec qui j'ai bossé pendant quelques années quand j'étais à la France s'engage, encore une fois, il faut avoir en tête qu'on est sur une vieille dame qui a plus de 100 ans et dont le modèle économique pendant 90 ans a été basé exclusivement sur l'exploitation d'énergie fossile. Du jour au lendemain, ou presque, en tout cas en termes de laps de temps, on vient dire que voilà, ces énergies, non seulement elles sont tarissables, mais qu'en plus de ça, il faut arrêter parce que ça détruit la planète, etc. Donc, il faut imaginer juste qu'une entreprise dont 90% du modèle économique est basé là-dessus et qui a la responsabilité de centaines de milliers de collaborateurs à travers le monde, ne peut pas, comme une start-up avec 3 personnes dedans, shifter du jour au lendemain et dire: «Bon, bah, je passe de la fabrication de cigarettes électroniques à la fabrication de cups réutilisables». Ça se fait pas comme ça. Donc forcément, la transition, elle est longue. C'est comme sur les questions de mix énergétique. Le mix énergétique, c'est aujourd'hui la solution. On peut pas faire sans. On peut pas supprimer toutes les centrales électriques et ne faire que du solaire. On n'a pas le choix, en fait. Et là, la transition des entreprises, c'est la même chose. Encore une fois, je suis pas en train de redorer le blason de Total Energy et je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas détruit, des écosystèmes entiers pour l'exploitation du gaz, enfin de l'essence, qui n'ont pas déplacé des populations, voire massacré des populations. Je suis pas en train de dire ça. Mais cette transition, elle est forcément assez longue. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je réponds à mes consultants, c'est: je te demande pas demain d'arrêter de travailler avec Total. Juste nous, aujourd'hui, on est en train de mettre en place une infrastructure à l'échelle du groupe qui fera que peut-être d'ici 5, 8, 10 ans, si Total Energy ne s'est pas amélioré, n'a pas fait en sorte d'aller vers du mieux en matière de responsabilité sociale et environnementale, alors on sera en mesure de
d'arrêter de travailler avec eux. Et nous, on est challengés dans l'autre sens par certains de nos clients, comme L'Oréal, pour pas les citer, sur nos pratiques inclusives, sur nos pratiques de recrutement anti-discrimination. Et aujourd'hui, L'Oréal inclut ça dans ses contrats et dit, bah, si vous respectez pas ça, si vous n'avez pas telle note à EcoVadis, on est en mesure de questionner notre collaboration. Et on pourra, si vous faites pas du mieux, on pourra décider de rompre le contrat et d'arrêter de travailler avec vous. Voilà. Super, merci Timothée pour tes réponses, merci pour ta présentation. Pour tous ceux qui souhaitent continuer un petit peu l'aventure Indigo Pulse, on se trouve à 12h30, là pour une table ronde autour de l'emploi en région. Pour tous ceux qui souhaitent un petit peu plus d'infos sur la formation, écoutez, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site Join Indigo. On vous remettra de toute façon toutes les infos dans le mail récap de la journée. Je remettrai du coup ton contact, Timothée, aussi dans ce mail-là. Donc, écoutez, merci à tous et à tout à l'heure, j'espère. Sinon, bonne journée à tous. Merci. Avec plaisir, merci à tous. Au revoir.